Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes arrêtent de fumer du jour au lendemain sans difficulté apparente, comme si c'était simple, pendant que d'autres essaient 10, 20, 30 fois et n'y arrivent pas? Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de profil. Et la plupart des gens qui échouent à arrêter de fumer échouent parce qu'ils utilisent une méthode qui ne correspond pas du tout à la raison pour laquelle ils fument. Parce que tous les fumeurs ne fument pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui fument pour gérer le stress. Ceux qui fument parce que c'est un réflexe automatique. Ceux qui fument pour appartenir à un groupe. Ceux qui fument parce que quelque chose en eux résiste à l'idée d'obéir aux règles. Et ceux qui fument parce que le plaisir sensoriel est genuinement central dans leur relation à la cigarette. 5 profils, 5 psychologies, 5 approches différentes pour s'en libérer. Aujourd'hui, on les passe en revue un par un. Et quelque part dans cette vidéo, tu vas te reconnaître. Peut-être dans un seul profil, peut-être dans 2. Mais cette reconnaissance, c'est déjà le début de quelque chose. Le premier profil, c'est le fumeur anxieux. Tu le reconnais facilement. Il allume une cigarette dès que la pression monte. Avant une réunion importante, après une dispute, face à une deadline. La cigarette est son bouton pause, son régulateur émotionnel, son meilleur outil de gestion du stress. Sans elle, il se sent nu face à ses émotions. Le problème, c'est que la nicotine ne calme pas réellement l'anxiété. Elle crée un cycle. Le manque génère lui-même une forme d'anxiété, et la cigarette soulage ce manque, donnant l'illusion de calmer une anxiété qu'elle a en partie créée. C'est un piège chimique parfait. Pour le fumeur anxieux, les patchs et les gommes ne suffisent pas, parce qu'ils remplacent la nicotine mais pas le rituel de gestion émotionnelle. Ce dont il a besoin, c'est d'apprendre d'autres façons de réguler ses émotions. La cohérence cardiaque, la respiration consciente, la méditation, des outils concrets pour traverser les moments de pression sans avoir besoin d'une béquille chimique. L'arrêt du tabac, pour ce profil, est indissociable d'un travail sur la gestion des émotions. Le deuxième profil, c'est le fumeur automatique. Celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il fume souvent sans vraiment s'en rendre compte. Sa cigarette du matin avec le café. Celle qu'il allume en montant dans sa voiture. Celle qui accompagne systématiquement un verre entre amis. Ce ne sont pas des envies conscientes, ce sont des réflexes conditionnés, des associations gravées dans son cerveau après des années de répétition. Il peut d'ailleurs vous dire, souvent avec une certaine honnêteté, qu'il n'aime pas vraiment toutes ces cigarettes. Beaucoup sont fumés mécaniquement, à moitié distraitement, sans plaisir réel. C'est l'habitude pure, détachée de la dépendance émotionnelle. Pour ce profil, la clé est l'interruption des automatismes. Tenir un carnet pendant une semaine avant d'arrêter, noter chaque cigarette, le contexte, l'activité en cours, permet de cartographier précisément les déclencheurs comportementaux. Et pour chaque déclencheur identifié, préparer un substitut concret. Un verre d'eau asiatique à la place du café-cigarette. Un autre trajet pour éviter l'automatisme de la voiture. Ce profil réussit particulièrement bien avec les thérapies comportementales et cognitives. Le troisième profil, c'est le fumeur social. La cigarette, pour lui, c'est avant tout un outil de lien. C'est ce qui justifie les pauses, qui crée des moments de connexion avec les collègues, qui donne une raison de rester dehors un peu plus longtemps après un dîner. Fumer seul ne l'intéresse pas vraiment. Mais refuser une cigarette dans un contexte social lui donne l'impression de se couper du groupe. Ce profil est souvent sous-estimé parce qu'on le réduit à de la pression sociale. Mais c'est plus profond que ça. Pour certains fumeurs sociaux, la cigarette répond à un besoin d'appartenance, de connexion, parfois même d'identité collective. Arrêter de fumer, c'est inconsciemment risquer de perdre quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que ce profil est l'un des plus susceptibles de réussir son arrêt quand il le fait avec quelqu'un d'autre. Arrêter en couple, avec un ami, dans le cadre d'un groupe de soutien, cette dimension collective transforme l'arrêt lui-même en un nouveau lien social. Ce profil a aussi besoin de développer de nouveaux rituels de connexion qui ne passent pas par la cigarette. Le quatrième profil, c'est le fumeur rebelle. Celui-là, c'est fascinant, psychologiquement. Il connaît les risques, souvent mieux que les autres. Il a vu les publicités, entendu les médecins, lu les études, et quelque chose en lui résiste. Pas par ignorance, mais par une forme de défiance profonde face à l'injonction de s'arrêter. Dis-lui d'arrêter de fumer, et il a immédiatement envie d'allumer une cigarette. Montre-lui des images choc sur les paquets, et ça renforce sa résistance plutôt que de la diminuer. Ce profil réagit très mal à la culpabilisation, à la morale, à la peur.
Ce sont des approches qui non seulement ne fonctionnent pas pour lui, mais qui peuvent activement renforcer son tabagisme comme acte de résistance identitaire. Ce dont le fumeur rebelle a besoin, c'est de recadrer l'arrêt du tabac non pas comme une obéissance à une règle extérieure, mais comme un acte de liberté personnelle. L'approche d'Allen Carr, qui présente l'arrêt du tabac comme une libération plutôt qu'un sacrifice, fonctionne particulièrement bien pour ce profil. La question n'est pas « est-ce que tu vas obéir aux recommandations de santé ?», mais est-ce que tu vas laisser une industrie multimilliardaire contrôler ton comportement et ta biologie ? Pour le fumeur rebelle, l'ennemi doit changer de camp. Le cinquième et dernier profil, c'est le fumeur plaisir. C'est peut-être le plus honnête des 5. Il ne prétend pas fumer pour le stress ou l'habitude. Il aime genuinement certaines de ses cigarettes. Celles d'après le repas, celles avec un café bien fort, celles au bord de la mer ou sur une terrasse en été. Il y a pour lui une dimension sensorielle et hédoniste réelle dans la cigarette. Et il le sait. Ce profil a souvent du mal avec les approches qui nient totalement le plaisir ou qui diabolisent dans chaque aspect du tabac. Parce qu'il sait, de son propre vécu, que ce n'est pas entièrement faux, certaines cigarettes procurent genuinement quelque chose d'agréable, et prétendre le contraire ne l'aide pas. Ce dont il a besoin, c'est de 2 choses. D'abord, comprendre que ce plaisir est en partie construit par la dépendance elle-même, que la cigarette plaisir est en réalité en partie la cigarette qui soulage le manque, et que son cerveau a appris à associer ce soulagement à du plaisir. Ensuite, identifier et développer d'autres sources de plaisir sensoriel qui peuvent progressivement occuper la place que la cigarette tenait. Pour ce profil, l'arrêt brutal est souvent plus difficile que la réduction progressive couplée à un vrai travail sur les sources de plaisir alternatives. Alors, dans lequel de ces 5 profils tu te retrouves ? La plupart des gens se reconnaissent dans un profil dominant avec des touches d'un ou 2 autres. Et c'est normal, la dépendance au tabac est rarement monodimensionnelle. Mais identifier ton profil principal, c'est enfin comprendre pourquoi les méthodes que tu as essayées n'ont peut-être pas fonctionné. Ce n'était pas toi le problème. C'était l'inadéquation entre la méthode et ta psychologie. La bonne méthode pour la bonne personne change tout. Dis-moi dans les commentaires dans quel profil tu te reconnais. Et si tu connais quelqu'un qui fume, partage cette vidéo, elle pourrait être le déclic qui lui manquait pour enfin comprendre pourquoi il n'a pas réussi jusqu'ici. Et si tu veux continuer à explorer la psychologie de l'addiction et du bien-être, abonne-toi. C'est exactement ce qu'on fait ici sur Bien Plus Être. À très bientôt.